Bonjour. On m'a demandé de parler effectivement de Jacques Friedel et des grands instruments, et j'ai accepté de le faire avec plaisir, parce que je pense qu'il a joué en France un rôle important. Premièrement, mes contacts avec Jacques Friedel, à part le DEA, remontent au début des années 70, lorsque plusieurs jeunes chercheurs s'étaient regroupés autour de Yves Farge pour se lancer dans le domaine du rayonnement synchrotron. Et l'avantage qu'on a eu, c'est que pendant 5 ans, on n'existait pas. Et on avait un contrat de GRST, et donc si on se plantait, tout le monde était content. Et si ça marchait, il y aurait des solutions. Un de ceux qui nous a le plus aidé, c'est effectivement Jacques Friedel, et je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc dans une première partie, je vais parler de Friedel et de Lure, mais dans les premières années de Lure, qui étaient les plus marrantes. Et ensuite, je parlerai de Friedel et les TGI en général. Alors, Friedel et Lure, sollicité par Farge, Friedel a organisé en décembre 70 une réunion avec Lagary, qui était directeur du LAL, Pierre Marin, qui était directeur des machines au LAL, André Autier, qui était un spécialiste de rayons X, et Vittorio Lusati, qui était un biologiste et qui poussait beaucoup pour qu'on installe le plus vite possible une ligne de lumière sur le petit anneau de 540 MeV à Orsay, il s'appelle ACO. Il faut dire que 10 ans avant, Yvette Cauchois avait essayé, mais sans succès. Je crois qu'il s'y était pris d'une manière un peu trop brutale, et la physique de l'énergie n'ayant pas apprécié, ça s'était mal passé. Mais elle avait fait des manips à Frascati, avec Jeglet aussi, et les résultats montraient clairement que c'était un domaine qui allait devenir très intéressant. Alors en 72, j'étais en postdoc au département de physique à Berkeley, lorsqu'Iraj Farge est venu pour essayer de me débaucher. J'étais intéressé parce que pendant ma thèse à l'ENS, j'avais construit une expérience qui faisait de la réflectivité et de la photoémission, enfin des débuts de photoémission dans l'ultraviolet sous vide. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, et j'ai donc déplacé mon groupe Pinchot, Robert Pinchot, Pierre Thierry et Dagneau de Paris à Orsay pour aider à la construction. Et moi, j'ai fait pas mal d'allers-retours entre Berkeley et Lure. On a eu les premiers faisceaux en 73, on a commencé les premières manips. Alors, je vais parler de 2 manips, parce qu'elles sont assez caractéristiques. La première, c'est la photoémission angulaire. À l'époque, je me suis rendu assez rapidement compte que si on faisait des mesures de réflectivité, on dépendait trop des théoriciens. Et à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, c'était pas du tout ab initio. Et donc, il suffisait de changer quelques paramètres pour faire coïncider les deux très facilement. Et donc, à l'époque, il y avait 1 ou 2 groupes, dont celui de Bell Lab de Neville Smith, qui essayaient de faire de la photoémission angulaire. L'idée, c'était de faire ce qu'on faisait avec les neutrons pour les phonons, donc de voir la dispersion des bandes. Et la chance qu'on a eue à l'époque, c'est de rencontrer Jean Lecante, qui Yves Balue avait construit un analyseur d'électrons très performant pour faire des expériences de perte d'énergie d'électrons. On a construit l'expérience ensemble. Il y avait Balue, Guyot, Daniel Chandéris, etc. Et très rapidement, les résultats ont été remarquables. On a obtenu les premières bandes de systèmes bidimensionnels, simplement pour tester le système. Parce que tout le monde disait, oui, mais dans les bidimensionnels, ça marchera, mais perpendiculairement en 3 dimensions, ça ne marchera pas. On a fait le métal qui était le cuivre, qui était un métal très simple. Je vous montrerai le résultat dans une seconde. Après, on a regardé le nickel, et on a trouvé qu'il y avait des effets à N-core tellement importants qu'il y avait un satellite au milieu de la bande de valence. Il y a des calculs qui ont été faits par Daniel Spangard sur la structure de bande qui montraient que si on tenait compte effectivement des N-core, à ce moment-là, il y avait un tracissement des bandes qui était observé expérimentalement quelques mois après par l'équipe d'IBM de Dan Eastman. Et puis il y a eu d'autres manips qui ont été faites. On a essayé de faire les premières tentatives de mesure de la surface de Fermi, mais on n'avait pas une résolution suffisante. On a eu pendant cette période-là beaucoup de contacts avec des groupes théoriques, que ce soit Daniel Spangard, Steve Louis à Berkeley ou Léo Falikov, et aussi avec quelqu'un qui est dans la salle ici, qui était la directrice du labo à Paris. Et je crois que pendant une quinzaine d'années, ça a été certainement une des meilleures manips au monde. Au moment de la construction, j'ai été voir plusieurs théoriciens, dont Jacques Friedel, et je dois dire que certains étaient très négatifs. Friedel, au contraire, m'a dit que ça serait très difficile, mais qu'il fallait le faire. À l'époque, je venais de recevoir une offre de poste permanent au département de physique à Berkeley, que m'avait proposé Charles Kittel.
Et j'avais accepté, mais Friedel me dit que c'était un challenge beaucoup plus difficile de développer un nouveau domaine à Lure que d'aller tranquillement à Berkeley. Et ça m'a un peu vexé. Effectivement, j'ai démissionné et je ne l'ai pas regretté. Alors, voilà la première structure de bande. Ça, c'est obtenu en 79. En 76-77, on avait fait les sélénures de gallium. Et ce qui est assez remarquable, il n'y a aucun paramètre ajustable. Alors, le cuivre, c'est un métal qui est facile. Mais le seul truc qu'on prenait, c'est le potentiel interne qui est ici, au bas de la bande de valence. Et le calcul de Burdick a été fait 7 ou 8 ans avant. Donc, alors évidemment, avec le nickel, c'est un peu différent à cause des colorations. La deuxième expérience que je voulais montrer, c'est le laser à électrons. En 1977, j'ai assisté à un workshop à Stanford où l'un des conférenciers invités était John Maley de Stanford, qui a présenté le premier laser à électrons qui lasait à 3,6 microns dans l'infrarouge. Alors vous avez un petit LINAC, quelques MeV, vous envoyez ça dans une petite structure magnétique où le champ magnétique est sinusoïdal. Le gros intérêt de ça, c'est que ça ferme le cône d'émission. Ça le rend plus ou moins monochromatique, donc ça augmente la cohérence. Puis vous mettez deux petits miroirs de chaque côté, puis vous obtenez un effet laser. Enfin, vous utilisez quelques années. Aujourd'hui, on fait ça dans les rayons X. Il n'y a pas de miroir dans les rayons X. Par contre, si vous enlevez les miroirs et vous mettez un onduleur qui fait 100 mètres de long, là, vous pouvez laser dans les rayons X. Et actuellement, il y en a plusieurs dans le monde, et il y en a qui sont en construction. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand on a fait cette manip-là, on a fait un petit calcul de gain sur un coin de table qui montrait que ça serait difficile, mais possible. En fait, on s'aperçoit plus tard qu'on s'était planté d'un facteur 10. Peut-être pas 10, mais au moins 5 ou 10. Je ne sais pas si Farge est encore là, mais il peut confirmer. Donc, on avait quelques sérieux problèmes. On n'avait pas de budget, on n'avait pas le personnel, on n'avait aucune expérience dans le domaine. Et à mon avis, c'est pour ça que c'était intéressant, parce que c'est évident que peut-être que dans un labo normal, on ne l'aurait pas fait, ou on n'aurait pas eu l'autorisation de Farge. Alors Farge s'est bien débrouillé, il a débauché 2 physiciens, Billardon et Ortega, qui étaient à PC à Paris. Le CEA a accepté de nous construire l'onduleur supraconducteur. Pourquoi supra? Parce que c'est la seule technologie qu'ils avaient. Nous, on n'était pas très chauds. Et on a eu un étudiant brillant, Pascal Elhomme, qui malheureusement a disparu il y a quelques années. Et des labos voisins nous ont donné du personnel, comme par exemple pour les structures magnétiques, il y avait Bazin du LAL. Et John Maley, ayant appris ça, nous a proposé de collaborer. Il est venu pendant 6 mois. Dave Deacon, un postdoc et un étudiant en médecine sont venus aussi. Et finalement, l'effet laser a été obtenu en fin 82. Et la génération d'harmoniques dans l'ultraviolet sous vide, un peu plus tard, l'année d'après. Et ça servira beaucoup pour avoir une... À l'époque, on discutait beaucoup si les onduleurs étaient utiles pour le SRF. Et il y avait, en particulier en Allemagne, des gens qui étaient sceptiques. On a vu tout de suite qu'on gagnait un facteur 3000 par rapport à un élément de courbure. Alors, on était très fiers d'avoir installé le premier onduleur en Europe. Il existait avant en Novosibirsk et à Erevan, même en 73, mais pas de très bonne qualité, donc ce n'était pas les mêmes trucs. Mais en fait, 10 ans après, Pascal Elhomme viendra dans mon bureau à l'ESRF en me disant « Regarde un peu ça ». Et en fait, on s'est aperçu qu'en 1952, 30 ans avant, les gens avaient installé des onduleurs à Saclay. Alors ça, c'est l'onduleur d'Aco, je ne reviens pas trop là-dessus. Et ça, c'est l'onduleur... Alors, ce n'était pas des aimants permanents, c'était des ferrites. Ils faisaient à peu près 1 mètre de long, sur un petit linac de 3 mètres. Et en 1952, l'équipe de Motz et celle de Combe-FX à Saclay avaient essayé de produire de la lumière cohérente. Alors, c'est très simple. Si vous avez des paquets d'électrons qui font 1 mm, dans la zone de lambda d'1 mm, vous aurez de la lumière cohérente, c'est-à-dire que ça sera proportionnel au carré du nombre d'électrons et non pas au nombre d'électrons. Et qu'est-ce que les gens obtiennent? Si c'était parfaitement cohérent, ils auraient dû avoir 1 watt, donc en N2. Si c'était parfaitement incohérent, 1 microwatt, et ils ont mesuré 1 milliwatt. Et pour des raisons que je n'ai jamais compris, ça a disparu complètement. Il n'y a aucune trace après dans la littérature. Et j'ai l'impression qu'ils ont été découragés par l'invention du Maser, qui date à peu près de l'année 1953, et que donc, après, ils ont laissé tomber. Et personne ne connaissait ces onduleurs installés en 1953. On aurait pu gagner pas mal de temps si on avait connu ça. Alors, j'ai choisi de discuter ces 2 exemples
pour montrer qu'on avait un certain degré d'inconscience, mais j'aurais pu le montrer aussi pour la biologie. Biologie, c'était pire. À l'époque, 90%, je dirais même 95% des biologistes en France ne croyaient absolument pas à la biologie structurale. Et on verra par la suite, je vais revenir là-dessus, ce que c'est devenu. Pendant les 5 premières années, comme je l'ai dit, nous n'avons aucune existence légale. L'argent venait à travers un contrat de la GRST. Si on résistait, on devenait un laboratoire CNRS, sinon on disparaissait sans bruit. Et je trouve que c'est un bon système. Maintenant, notre budget était très faible, donc on a cherché des contrats à l'extérieur. On est devenus des spécialistes de la lithographie à rayon X. C'était les premiers. On a été parmi les premiers à faire ça avec du rayonnement synchrotron avec Feuillet-Trottel de la Thomson de l'époque, maintenant Thales. Et dans les domaines qu'on ne trouvait pas en France, on cherchait à faire venir des meilleures équipes étrangères, comme le groupe de Campagna de Jolic, qui avait passé 10 ans à la Belle, qui était un des rares à faire de la photoémission de spin, Schmal en microscopie de rayon X, et ceux de Lavatsky et Vogel, qui ont découvert Allure, le dichroïsme linéaire, qui était important, mais moins important que le circulaire, qui a été découvert un peu après à Daisy. Je crois que le bilan scientifique de cette période a été, à mon avis, assez remarquable. Et on le doit beaucoup à des gens comme Friedel, mais aussi Curien, qui était DG du CNRS, Chabal, directeur de la physique, Pierre Marin-Mollal, qui nous a beaucoup aidés, et plus tard Horowitz, que lorsque CEA s'est rendu compte que c'était un succès, ils ont décidé de venir et de nous donner de l'argent, ainsi qu'un directeur. Enfin, celui de Jean Yocos, qui était directeur d'IN2P3, qui au moment de la séparation de l'allure nous a énormément aidés. Il avait réalisé que c'était une porte de sortie extraordinaire pour un gros laboratoire qui allait travailler au CERN et à DESY, mais plus sur le site. Et donc ça permettait de faire un transfert de personnel sans douleur. Et c'est plutôt rare dans le domaine des physiques de l'énergie. Jacques Friedel et les grands instruments. Alors, contrairement à de nombreux scientifiques français, Friedel a été un des premiers à réaliser l'essor qu'allaient prendre les grands instruments en Europe et en France, en dehors de la physique nucléaire, physique des particules et l'astrophysique, où de toute façon il n'y a que ça, à savoir le rayonnement synchrotron, les champs magnétiques intenses ou les neutrons, et les microscopes plus tard, etc. Il a été un de ceux qui ont fortement soutenu la première source européenne de neutrons à Grenoble. Première expérience en 1972, s'impliquant dans l'installation des commissions par grands domaines scientifiques qui existent toujours aujourd'hui d'ailleurs. Il a aidé la création du laboratoire des champs magnétiques instants à Grenoble, proposé par Aigrin en 1970. Et il était à l'époque au conseil scientifique du Max Planck de Stuttgart. Et Stuttgart voulait installer un laboratoire concurrent. Il a beaucoup œuvré pour que ça ne se fasse pas et qu'ils fassent quelque chose ensemble. Et c'est là que fut découvert les fluides quantiques entiers en 1980 par Klaus Vogt-Kisting. Donc j'ai souligné déjà l'important rôle joué par Friedel pour le rayonnement synchrotron, en plus de toutes ces autres sources. En 1979, il a créé quelque chose que je trouve extrêmement important, c'est le Conseil des grands équipements. Alors pourquoi ? Le budget des grandes installations en France, c'est 10, 12, par période, ça a pu être 15% du budget total de la recherche. C'est énorme. Et il est évident qu'il est important d'avoir un lieu où les priorités peuvent être discutées en toute transparence, et non pas par des lobbies. Quelqu'un qui va y voir directement le Dieu et qui obtient des crédits pour construire une grande machine, c'est pas normal. Il comprenait 11 membres, il fonctionnera jusqu'en 1996, avant d'être dissous par Claude Allègre pour des raisons évidentes, pouvoir prendre des décisions basées sur un rapport secret fait par une seule personne. Ce qui est rare en science. En 2001, un rapport de l'inspection des finances, j'aime pas beaucoup l'inspection des finances, mais pour une fois, je crois qu'ils avaient raison, qui fait la synthèse de l'évolution scientifique, économique, financière et politique. Il y a un vide institutionnel dans lequel peuvent s'engouffrer facilement ce qu'il est convenu d'appeler des lobbies. En 2003, on m'a demandé de m'occuper des grands équipements au ministère. J'avais accepté à condition de rétablir ce comité, mais qu'il soit international. Je me suis rendu compte assez rapidement que ça gênait trop de gens habitués à faire des ronds de jambes dans les ministères, et j'ai décidé d'aller voir ailleurs. Friedel soutiendra très fortement la création d'une source européenne de rayonnement synchrotron à Strasbourg, n'appréciera pas du tout son déménagement soudain à Grenoble, le fera savoir à Dieu, ce qui lui vaudra quelques problèmes. Alors, Friedel est le projet Soleil.
Après la décision d'Allègre d'arrêter Soleil, il y a eu pas mal de remous. Il y a une commission parlementaire qui a été créée pour examiner le projet. Un certain nombre de scientifiques français et étrangers, dont Friedel et de Spen, ont été invités à donner leur opinion. Friedel soutenait très fortement le projet parce qu'il avait toujours suivi de près la science qui se faisait sur les grandes installations, en particulier parce qu'il était dans énormément de jurys de thèse, ce qui lui permettait d'avoir une très bonne vue sur la plupart des grandes installations. Quelquefois, il avait la dent dure d'ailleurs, mais c'était une bonne chose. Ce n'était pas du tout le cas de Gênes, qui disait « Quant aux découvertes réalisées grâce au synchrotron, je suis frappé de voir qu'elles ne sont jamais mentionnées. La production de ces machines est utile, de soutien, permettant d'affiner certaines données, de mieux connaître certaines choses, de déterminer la structure des protéines biologiques. Mais aucune réelle découverte n'a émergé des grosses machines depuis ces 15 dernières années. À ce niveau, le bilan est quasiment nul. » Et je crois que De Gênes, à mon avis, lisait peu la littérature, était absolument pas au courant de ce qui se passait dans la communauté. Ce qui était vrai, ça c'était vrai 10 ans avant, ou 15 ans avant. Personne en biologie faisant de la biologie structurale à cette époque-là faisait des structures pour les structures. Ça ne présente aucun intérêt. Mais en physique de solide, si vous ne connaissez pas la structure d'un matériau, je ne sais pas comment vous pouvez faire des calculs. Ben, c'est pareil en biologie, et c'est pour ça que je n'ai jamais compris pourquoi Friedel a fait sortir ce genre de phrase. Donc je me suis demandé à regarder un petit peu, en 1997 et 2012, le tiers des prix Nobel attribués à des travaux réalisés avec le rayonnement synchrotron en chimie. Voilà les 5 prix. Alors je ne donne pas les détails, mais je peux vous dire une chose, parce qu'il y en a 2 que j'ai suivis de très près. Ça n'a rien à voir avec la structure. La structure, c'est un passage obligé, mais derrière, c'est le mécanisme important, et c'est des mécanismes extrêmement importants. Pas mal pour un domaine à production nulle. Alors, contrairement à ce que dit De Gênes, il y avait en France un petit groupe de précurseurs faisant la biologie structurale d'excellente qualité et dans des conditions extrêmement difficiles. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, 90% des biologistes en France ne croyaient absolument pas. Ah oui, mais vous travaillez sur des cristaux, ça ne donnera rien, etc. Alors, ce n'est pas complètement à l'époque. Aujourd'hui, je ne connais pas un laboratoire de biologie, ni en Europe ni aux États-Unis, qui n'ait pas un groupe de structure de protéines. Et on retrouvait ça au niveau de la direction du bio du CNRS, puisqu'une année, le directeur de la bio du CNRS a coupé les crédits de la bio à Lure. J'ai alors demandé au directeur de la physique de me permettre pendant quelques mois, en attendant que le DG vire cet éminent biologiste, de nous laisser utiliser les crédits de la physique. Il l'a fait avec plaisir. Effectivement, 3 mois après, le DG a viré cet éminent biologiste. Je voudrais rappeler que la technique du MAD, diffusion anomale autour d'un seuil, à l'époque, la seule manière qu'on avait de faire des structures de protéines, de grosses protéines, c'est de mettre un atome lourd au milieu, de regarder les variations d'intensité ensuite avec ou sans le mettre l'atome lourd, et par triangulation de faire. C'est ce qu'avait inventé Max Perutz à Cambridge, mais ça ne marchait que dans certains cas. Il y a un Américain, Wayne Hendrickson, qui a proposé quelque chose de complètement différent. C'est de regarder la diffusion anomale autour d'un seuil, à 2 ou 3 longueurs d'onde. Il l'a testé avec Roger Fourme à Lure, où il y avait une machine qui avait une énorme émittance d'FI, mais qui avait des faisceaux extrêmement stables parce que c'était des positrons. Et le gros danger, c'est quand vous faisiez ça sur une autre machine à l'époque, c'est que comme votre seuil, les électrons bougeaient, votre seuil n'était pas constant, et donc vous faisiez du mat sans le savoir, mais pas au bon endroit. Et donc ça a été un succès. Et comme le reconnaîtra Max Perutz, qui était un utilisateur régulier de Lure, prix Nobel avec Kendrew pour la découverte de la structure de l'hémoglobine, de la myoglobiine, c'est au Lure que les biologistes britanniques ont appris à utiliser le rayonnement synchrotron pour les études structurales par la méthode originale de diffusion anomale. Il était un utilisateur régulier, il s'est fortement opposé aux affirmations de Gênes. Alors, en plus de ça, il nous a rendu un service énorme. Après la fonctionnalisation du CNRS, on ne pouvait plus payer les opérateurs de nuit. Vous construisez des machines qui coûtent très cher, mais la nuit, vous ne pouvez pas les faire tourner parce qu'on ne peut pas payer les opérateurs. Alors je me suis battu pendant 2 ans et demi avec l'administration du CNRS, le directeur, etc. On s'est traité de tous les noms. Aucune solution.
Et un soir, je dînais chez des amis en ville, et à ma gauche, il y avait une charmante dame qui me dit, je lui dis, qu'est-ce que vous faites? Elle me dit, je m'occupe du budget du CNRS au ministère du Budget. Ah, j'ai dit, vous tombez bien. Et je lui dis, qu'est-ce que vous faites demain soir à 10 heures? Elle me dit, pourquoi? Ben, je vous fais visiter le labo, vous comprenez pourquoi on a besoin de payer des machines. Elle m'a dit, d'accord. Demain matin, j'appelle le directeur du CNRS, je lui dis, ce soir, je te préviens, il y a le directeur. Il me dit, mais comment tu peux faire ça? Je ne suis pas au courant, etc. Je lui dis, non, je l'ai appris hier soir. Alors, il me dit, je t'envoie le directeur de l'administration qui, depuis 3 ans, nous racontait que c'était impossible. Absolument impossible. Et la chance que j'ai eue ce soir-là, c'est que la première ligne où on a été, c'était la biologie structurale. Il y avait Max Perutz qui travaillait là, 69 ou 70 ans, prix Nobel, mais il prenait ses datas tout seul. Il parlait un français impeccable, et pendant une demi-heure, il l'a tellement baratiné qu'il l'a complètement convaincu. À la quoi on est sorti après du labo, et il nous a dit, mais je ne vois pas où est le problème. Et je regarde le directeur de l'administration qui était tout blanc, et je lui dis, ça fait 3 ans que vous me racontez que ce n'est pas possible. Ça nous a résolu un problème. Bon, il est clair que Friedel a joué un rôle important dans l'essor des grands instruments en France et en Europe, à un moment où ce n'était pas tellement à la mode. Ça a changé depuis, mais à l'époque, c'était quand même très difficile. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié son humanisme et l'aide qu'il pouvait apporter. On pouvait ne pas être d'accord, mais il le faisait toujours d'une manière, je dirais, très polissée. Ceci dit, il pouvait aussi être assez direct. Un jour, un de mes collègues, dans le labo où j'étais, qui avait passé 2 ans dans une des meilleures universités américaines et qui avait obtenu les très bons résultats, il est revenu en France et pendant 2 ans, il s'était beaucoup assoupi. Et je me rappelle un jour, il rentre dans mon bureau, il me dit, j'ai reçu une petite lettre de Friedel. Il y avait 3 lignes, la petite écriture que tout le monde connaît de Friedel. Et il y avait marqué, mon cher X, vous venez de prendre 2 années de vacances, il est temps de vous remettre au travail. Et j'ai retenu la phrase parce que le résultat était immédiat. Bon, je vous remercie beaucoup.